À la fin d'octobre, un vacarme mécanique a déchiré le silence des zones du Nord. Des drones traçant des lignes invisibles au-dessus de routes désertées depuis des mois. Mais dans ce décor figé par l'insécurité, un paradoxe brut s'est imposé. Plus de survol, moins d'explosions, comme si la précision l'emportait soudain sur la force, inversant la logique des campagnes précédentes. Alors que les habitants tentaient d'interpréter ces signaux, une question s'est imposée. Que peut réellement changer cette approche nouvelle observée sous Ibrahim Traoré dans leur quotidien immédiat? Une ouverture infime paraissait se dessiner, ténue mais perceptible. Dans les zones rurales du Burkina Faso, la séquence amorcée à la fin d'octobre a mis en évidence une transition prudente, où chaque avancée semble suspendue à un fil encore instable. La promesse implicite qui accompagne cette phase se résume en une idée simple: rendre possible une marge minimale de sécurité quotidienne, un objectif modeste mais vital pour des communautés éprouvées par des années d'incertitude. Les habitants n'attendent pas des bouleversements spectaculaires, ils espèrent plutôt le maintien de ces corridors fragiles qui permettent de rallier un marché, de rejoindre une école ou de cultiver un lopin de terre sans craindre une interruption brutale. Les opérations récentes ont offert une première respiration, mais elles reposent sur une série d'équilibres précaires. Coordination entre unités, circulation d'informations, capacité à maintenir des axes ouverts sans générer de nouvelles vulnérabilités. Cette dépendance à des conditions fluctuantes nourrit un sentiment ambivalent. D'un côté, les signes d'amélioration sont palpables. De l'autre, chaque changement pourrait être remis en question par une dégradation soudaine dans les zones périphériques. Le défi n'est donc pas seulement sécuritaire, il est aussi psychologique, car il touche à la manière dont les habitants projettent en leur quotidien immédiat et évaluent leurs propres déplacements. Et si cette accalmie ne tenait qu'à une suite d'équilibres encore trop fragiles? Les premières semaines suivant la fin d'octobre ont révélé une bascule subtile, presque souterraine. Les drones, auparavant sporadiques, ont soudain établi une présence régulière, comme un fil continu entre le ciel et les zones restées longtemps hermétiques. Dans le même temps, plus de 300 combattants ont été neutralisés, signe tangible d'un enchaînement d'opérations moins dispersées que par le passé. Ce double mouvement a instauré une fluidité nouvelle dans la manière dont les équipes au sol percevaient leur environnement. Les données recueillies par les appareils aériens n'étaient plus de simples fragments, mais une matière exploitable, qui permettait d'anticiper, de corriger les trajectoires, de réévaluer les priorités à mesure que les informations affluaient. Les déplacements sécurisés, amorcés parfois sur quelques tronçons seulement, se sont transformés en étapes successives où la cartographie, la vérification et la progression formaient une chaîne cohérente. Sous Ibrahim Traoré, cette logique a été interprétée par de nombreux habitants comme l'indice d'une coordination plus mûre, capable de relier repérage et intervention sans les ruptures fréquentes observées les années précédentes. Dans les communes rurales du Nord et du Centre-Nord, cette transition a pris la forme de gestes modestes mais lourds de sens. Un enseignant, revenant dans une salle vide depuis des mois, décrivait la sensation étrange d'entrer dans un espace qui semblait hésiter entre abandon et reprise. Un commerçant, tentant de rejoindre un marché voisin, remarquait que le trajet lui-même paraissait respirer différemment, comme si chaque kilomètre franchi portait la trace d'un territoire moins fracturé. Ces expériences isolées n'étaient pas des preuves de stabilité, mais des indices de mouvement, des marqueurs d'un territoire qui, sans redevenir sûr, redevenait lisible. Cette lisibilité tenait beaucoup à la succession d'opérations menées sans fracas inutiles. Les inspections de sites abandonnés, les vérifications de passages sensibles, la neutralisation de caches repérées lors des survols préalables composaient une séquence minutieuse où chaque élément nourrissait le suivant, loin des avancées massives ou des retraits brusques qui avaient façonné les années précédentes. Le conflit prenait une cadence nouvelle, plus lente mais plus ordonnée, presque méthodique dans ses oscillations. Pour les communautés locales, cette cadence représentait une respiration fragile, une impression que le terrain, malgré ses dangers, cessait d'être entièrement opaque. La question demeurait toutefois entière. Cette cohérence remarquable dans le mouvement pouvait-elle durer au-delà de ces premières semaines? Dans plusieurs localités du Nord et du Centre-Nord, la compréhension des changements récents
ne s'est pas construite à partir des chiffres ou des cartes, mais à travers ceux qui ont été les premiers à ressentir la différence sur le terrain. Un groupe d'enseignants, revenus dans une école longtemps déserte, évoquait un retour presque irréel. Quelques tables remises en place, la poussière encore épaisse, et des élèves apparaissant par petits groupes, comme s'ils testaient une atmosphère encore hésitante. Leur reprise n'était pas un véritable redémarrage, plutôt une tentative prudente de comprendre si la route menant au village resterait ouverte assez longtemps pour permettre au cours de se poursuivre. Dans un autre secteur, un petit commerçant expliquait comment il avait essayé de rallier un marché voisin dès que les premiers tronçons avaient été rouverts. Son trajet, pourtant court, avait été interrompu tant de fois au cours des mois précédents qu'il percevait chaque kilomètre franchi comme une victoire fragile. Il décrivait les postes de sécurité réactivés, les rares véhicules croisés, et surtout le sentiment d'un mouvement qui recommençait à exister, même s'il demeurait conditionné par des fenêtres de temps très étroites. Ces récits ne démontraient pas une stabilisation durable, mais ils éclairaient la manière dont les opérations coordonnées, survol régulier, analyse en temps réel, inspection séquencée, redessinaient progressivement la perception locale. Pour les habitants, la nouveauté ne résidait pas dans l'ampleur des avancées, mais dans la cohérence relative des actions menées d'une semaine à l'autre, une cohérence encore imparfaite mais perceptible. Dans ces villages dispersés, la question revenait sans cesse. Cela peut-il tenir demain ? Cette interrogation simple, répétée à voix basse, résumait l'essentiel. Elle traduisait l'envie de croire à un mouvement qui dépasserait les gestes isolés, tout en reconnaissant que la moindre rupture pouvait inverser la dynamique. C'est dans cet entre-deux, fragile mais vivant, que les habitants tentaient de reconstruire un sens du quotidien. Les jours qui ont suivi la fin d'octobre ont débuté par une série de signaux ténus, presque invisible pour un œil extérieur, mais immédiatement perceptible pour les habitants des zones du Nord. Le premier déclencheur a été l'apparition continue de drones, évoluant au-dessus de secteurs restés silencieux pendant des mois. Leur trajectoire régulière contrastait avec les survols sporadiques qui dominaient auparavant, et leur présence dessinait une trame presque mathématique, dans un ciel autrefois imprévisible. Ces appareils collectaient des images, notaient les mouvements et transmettaient en temps réel des flux d'informations vers les unités au sol. Rien ne semblait spectaculaire, mais tout indiquait que la dynamique opérationnelle se réorientait. À mesure que ces données s'accumulaient, les équipes terrestres ont engagé leurs premiers déplacements. Certains tronçons longtemps impraticables ont été franchis, parfois centimètre par centimètre, comme si chaque pas devait confirmer que le terrain n'avait pas changé d'apparence pendant la nuit. Cette mobilité, même limitée, a marqué un véritable basculement pour les villages isolés. Des postes de sécurité ont été réactivés, quelques axes ont retrouvé une présence humaine et les déplacements essentiels ont recommencé à exister là où ils avaient disparu. Sous Ibrahim Traoré, cette phase a été interprétée comme un signe de coordination retrouvée. Le cœur de la séquence s'est matérialisé lorsque la synchronisation entre les drones et les unités au sol a atteint un niveau rarement observé au cours des années précédentes. Les opérations conjointes ont permis d'inspecter des sites abandonnés, d'identifier des points de passage sensibles et de neutraliser des caches préparées bien avant ces nouvelles campagnes. Chaque intervention semblait brève, comme conçue pour éviter la confrontation directe. Elle n'avait ni la force brute des opérations massives, ni la dispersion habituelle des petites patrouilles saisonnières. Elle formait au contraire un enchaînement méthodique où chaque geste répondait au précédent. Dans plusieurs communes, ces actions ont modifié le rythme des jours. Les enseignants, longtemps confinés loin des villages, ont tenté un retour discret. Certains d'entre eux racontaient avoir trouvé des salles encore marquées par l'abandon, mais suffisamment intactes pour accueillir quelques élèves. Les familles observaient ces mouvements avec prudence, hésitant entre l'envie de revenir et la peur de devoir repartir brutalement. Le simple fait de voir des enfants rejoindre un bâtiment scolaire représentait déjà un changement majeur. Dans d'autres villages, de petits commerçants ont profité des fenêtres d'accalmie pour rallier les marchés voisins. La reprise était minimale mais réelle. Quelques sacs transportés, quelques achats échangés, quelques trajets effectués sans interruption.
Ces expériences individuelles révélaient un mécanisme plus vaste. Lorsque les routes s'ouvraient, même partiellement, l'économie locale recommençait à respirer. Les circuits courts reprenaient forme, les agriculteurs testaient leurs exploitations, et les familles réévaluaient la faisabilité d'un retour. Chaque geste semblait suspendu mais chargé de sens. Les zones proches des frontières régionales, en revanche, restaient marquées par une instabilité persistante. Les mouvements armés n'avaient pas disparu, ils s'étaient simplement déplacés, rendant l'organisation des opérations plus complexe. Les unités de sécurité devaient adapter leurs interventions à des distances longues, à une communication parfois irrégulière et à des conditions géographiques difficiles. Cette tension constante expliquait pourquoi les avancées observées ne pouvaient pas être interprétées comme un progrès continu. Elles formaient plutôt une suite d'impulsions successives, jamais totalement garanties. La phase finale de la séquence a révélé ce que ces opérations pouvaient réellement produire. La neutralisation de nombreuses cibles identifiées par les drones, la destruction de caches d'armes et la réouverture de corridors essentiels constituaient des résultats concrets. Mais leur portée dépendait d'une répétition constante, sans rupture majeure. Les habitants, eux, observaient la situation autrement. Ils jugeaient la solidité des progrès à travers la possibilité de se déplacer, d'enseigner, de cultiver ou de commercer, même sur des distances réduites. Pour eux, la véritable mesure du changement résidait dans la continuité. À la fin de cet enchaînement d'actions courtes, une impression s'imposait. Le conflit n'était plus figé. Il oscillait différemment, avec une cohérence fragile mais palpable, où chaque avancée dépendait de celle qui la précédait. La question demeurait entière. Cette mécanique nouvelle pourra-t-elle tenir assez longtemps pour transformer ces signes discrets en dynamique durable ? Au départ, les données recueillies entre octobre et novembre offraient une ligne de base claire, un territoire fragmenté, des routes impraticables et une dynamique sécuritaire qui semblait s'éroder. Mais au fil des semaines, cette base a glissé vers un delta mesurable, révélant une succession d'avancées structurées, appuyées par des indicateurs concrets issus des opérations menées sur le terrain. Le premier chiffre marquant concerne les 300 combattants neutralisés au cours des interventions. Ce volume, relativement élevé pour une période aussi courte, souligne l'intensité des opérations menées dans des zones autrefois difficiles d'accès. Il ne signifie pas une victoire définitive, mais il montre que les unités ont pu cibler des secteurs jusque-là trop instables pour permettre des actions coordonnées. Cette neutralisation à grande échelle reflète l'effet direct de la surveillance aérienne et de la précision accrue des interventions. Le deuxième indicateur notable repose sur la découverte et la destruction d'une dizaine de caches d'armes dispersées dans des zones reculées. Ces infrastructures jouent un rôle stratégique dans la capacité des groupes armés à maintenir une présence durable et à alimenter leurs opérations. La mise hors service de ces points logistiques perturbe leur circuit d'approvisionnement et réduit leur mobilité. Elle montre également que la fusion entre données aériennes et interventions au sol a atteint un niveau rarement observé les années précédentes. Le troisième chiffre, sans doute celui qui touche le plus directement les communautés, indique une diminution de plus de 40% du nombre de personnes déplacées. Cette tendance, bien qu'à interpréter avec prudence, suggère que certaines familles ont estimé possible un retour progressif vers leur localité d'origine. Elle ne garantit pas une stabilisation durable, mais traduit une amélioration concrète de la perception sécuritaire dans plusieurs zones rurales. Les retours restent partiels, souvent temporaires, mais ils reflètent un changement de dynamique dans la mobilité des populations. Ces indicateurs ne représentent pas une rupture nette. Ils forment plutôt un ensemble de signaux complémentaires qui, mis côte à côte, esquissent une évolution mesurable du rapport de force. Les opérations auraient d'ailleurs atteint un taux de réussite supérieur à 85%, un pourcentage élevé compte tenu de la géographie complexe et des contraintes logistiques imposées par les zones rurales du Burkina Faso. Ce taux reflète la précision des interventions et l'importance croissante accordée à la collecte d'informations en temps réel. Il indique aussi une volonté de réduire les dommages collatéraux et d'éviter les confrontations prolongées. L'analyse de ces résultats révèle une mécanique plus fine que les années précédentes. La combinaison entre drones, unités au sol, collecte de renseignements et coordination locale compose un système où chaque élément
renforce l'autre. Lorsque les drones repèrent une zone sensible, les équipes au sol peuvent intervenir rapidement. Lorsque les communautés signalent une présence suspecte, la reconnaissance aérienne peut la confirmer sans délai. Cette fluidité améliore la vitesse de réaction et augmente la pertinence des actions menées. Dans les zones rurales, ces évolutions s'incarnent dans des gestes simples mais lourds de signification. Une famille déplacée décide de tester un retour. Un enseignant réapparaît dans une salle de classe. Un commerçant rallie un marché voisin pour la première fois depuis des mois. Chacun de ces gestes, isolés, paraît insignifiant, mais leur accumulation transforme la perception locale. L'instabilité n'a pas disparu, mais elle cesse d'être la seule cadence du quotidien. Pourtant, la prudence demeure indispensable. Les groupes armés, souvent dispersés, s'adaptent rapidement aux changements et peuvent se repositionner dans des zones moins surveillées. Les routes rouvertes restent vulnérables. Les progrès peuvent être renversés par une seule attaque ciblée dans une zone sensible. Cette fragilité rappelle que les chiffres observés ne forment qu'un instantané d'une dynamique encore mouvante. Au final, les données disponibles tracent un paysage ambivalent. Des améliorations concrètes mais fragiles, des chiffres encourageants mais insuffisants pour conclure à une stabilisation durable. Elles montrent un territoire en transition où le moindre progrès repose sur une coordination continue, une répétition d'efforts et une attention permanente aux signaux faibles. La question centrale demeure alors entière. Ces tendances peuvent-elles résister au temps et s'imposer comme une trajectoire stable ? Pour une partie des observateurs suivant la situation au Burkina Faso, les opérations menées entre octobre et novembre ont marqué un véritable tournant tactique. Selon eux, la réouverture progressive de plusieurs axes, la neutralisation de plus de 300 combattants et la destruction d'une dizaine de caches d'armes démontrent que les unités burkinabées ont su regagner une forme d'initiative. Ils estiment que l'usage systématique de la surveillance aérienne, couplé à la coordination plus régulière avec les équipes au sol, a permis d'atteindre un niveau de précision inédit, illustré par un taux de réussite dépassant les 85%. Dans ce scénario, la dynamique du conflit ne se contente plus de réagir à des menaces dispersées, elle impose un rythme, resserre les marges de manœuvre des groupes armés et ouvre des espaces permettant aux habitants de reprendre des gestes ordinaires. Face à cette lecture optimiste, d'autres analystes avancent une interprétation radicalement opposée. Pour eux, les avancées observées demeurent fragiles, trop fragmentées, pour indiquer un changement profond du rapport de force. Ils soulignent que les groupes armés opèrent de manière souple, qu'ils se déplacent rapidement et qu'ils tirent parti des zones reculées où la surveillance reste limitée. La réouverture de routes, dans cette perspective, ne serait qu'un sursis, une parenthèse liée à une séquence d'opérations particulièrement concentrée. Les retours de populations déplacées, bien que significatifs, ne prouveraient pas une stabilisation durable, mais plutôt une fenêtre d'accalmie, que rien ne garantit dans la durée. Entre ces deux positions, la contre-lecture la plus cohérente s'appuie sur les données disponibles et propose un point d'équilibre. Les chiffres, neutralisation, cache détruite, taux de réussite, montrent bien une amélioration opérationnelle mesurable. Cependant, leur portée reste conditionnée par la continuité des efforts et la capacité à maintenir cette cohérence dans un terrain complexe, marqué par des contraintes logistiques fortes et des dynamiques locales changeantes. La diminution de 40% des personnes déplacées, par exemple, constitue un signal fort pour les communautés rurales, mais elle doit être interprétée avec prudence. Ces retours restent partiels, souvent temporaires et dépendant des corridors ouverts. La situation ne peut donc être décrite ni comme un basculement définitif, ni comme une illusion complète. Ce qui se dessine, plutôt, est un entre-deux délicat. Une dynamique qui progresse lorsque les interventions s'enchaînent sans rupture majeure, mais qui peut se replier dès qu'un secteur redevient instable. La solidité de ces évolutions dépendra moins d'un seul indicateur que de la capacité à reproduire dans le temps cette cadence fragile. Et c'est précisément cette continuité encore incertaine qui déterminera si les tendances observées peuvent dépasser leur statut actuel de signaux ponctuels. Le centre bascule doucement. Dans les semaines suivant les premières opérations coordonnées, un phénomène discret mais décisif est apparu dans plusieurs communes. La circulation de l'information est devenue plus fluide, presque spontanée.
comme si les relais locaux, les équipes de sécurité et les habitants avaient trouvé un rythme commun. Cette dynamique, encore hésitante, n'avait rien de spectaculaire. Pourtant, elle modifiait la manière dont les villages percevaient leur propre marge de sécurité, révélant un changement trop subtil pour être vu de loin, mais évident pour ceux qui vivaient à proximité des axes rouverts. Dans certains secteurs, cette coordination tacite a permis d'identifier des zones où la présence armée reculait, ouvrant la voie à quelques retours temporaires de familles déplacées. Des marchés ont recommencé à fonctionner par intermittence, des parcelles agricoles ont été retravaillées et certaines écoles ont vu réapparaître des élèves après des mois de silence. Sous Ibrahim Traoré, cette réactivation partielle du tissu local a été interprétée comme un signal rare, non pas une stabilisation mais un glissement, un passage d'un immobilisme pesant vers une mobilité fragile. Ce midpoint reveal ne changeait pas le conflit, il changeait la perception que les habitants en avaient. La question n'était plus seulement de savoir si les opérations allaient continuer, mais si cette coordination naissante survivrait à la prochaine oscillation du terrain. Dans les zones rurales, les changements récents ont été perçus à travers une combinaison de gestes minuscules et de données plus nettes. La baisse de plus de 40% des personnes déplacées a offert aux familles une marge d'espoir, limitée mais palpable, qui traduisait l'effet direct des corridors réouverts. Cette amélioration n'était pas linéaire, certaines localités restaient trop exposées, d'autres accueillaient des retours prudents, souvent temporaires, comme pour tester la solidité d'un terrain longtemps imprévisible. Sous Ibrahim Traoré, cette reprise hésitante a été interprétée comme un signe que les opérations successives commençaient à produire des impacts visibles sur le quotidien. Pour les commerçants et les petits opérateurs locaux, le changement s'est manifesté par la réouverture intermittente de marchés et de tronçons essentiels. Ces espaces d'échange fonctionnaient parfois à un rythme réduit, mais leur simple existence représentait une rupture par rapport aux mois où toute activité était paralysée. La neutralisation de plus de 300 combattants et la réduction des risques sur certains axes ont permis la reprise de circuits courts, indispensables à la survie économique des communautés rurales. Cette dynamique est restée fragile, car un déplacement armé ponctuel pouvait suffire à refermer un itinéraire. Les administrations communales ont profité de ces fenêtres de stabilisation pour réévaluer leurs capacités minimes. Dans plusieurs villages, des enseignants ont signalé la présence de groupes d'élèves réapparaissant après des mois d'absence, signe que le territoire n'était plus entièrement fermé. La coordination entre équipes de sécurité et services locaux, renforcée par la destruction d'une dizaine de caches d'armes, a permis d'envisager une reprise partielle des fonctions essentielles. Ces avancées restaient toutefois conditionnées par la continuité des opérations et la possibilité de maintenir les axes ouverts suffisamment longtemps. Les interactions entre communautés et équipes de terrain ont connu une transformation notable. L'information circulait plus régulièrement, facilitant l'identification de zones sensibles et les ajustements rapides. La hausse du taux de réussite opérationnelle, supérieure à 85% selon les données, a renforcé la perception que la coordination gagnait en efficacité, même si des incertitudes persistaient dans les secteurs frontaliers. Les habitants ont développé des réseaux informels d'alerte, répondant aux oscillations du terrain par des mécanismes d'adaptation rapides. Cette dynamique ne garantissait pas une stabilisation durable, mais elle suggérait qu'un palier intermédiaire avait été franchi, fragile mais réel. Au regard des tendances observées depuis la fin d'octobre, l'évolution du conflit au Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes. Chacune d'elles découle directement des dynamiques déjà perceptibles sur le terrain. Coordination accrue, retour prudent de certaines familles, réouverture intermittente de routes, mais aussi persistance des zones instables. Ces scénarios ne prétendent pas déterminer l'avenir. Ils proposent plutôt un cadre pour comprendre les variations possibles d'une situation profondément mouvante. Scénario de base, progression lente et stabilité relative. Dans cette trajectoire, les opérations continuent avec une cadence comparable à celle observée ces dernières semaines. Les axes rouverts le restent de façon irrégulière, permettant néanmoins la poursuite des activités agricoles et commerciales dans certaines communes.
Les retours de familles déplacées se prolongent par vagues successives, mais demeurent soumis aux fluctuations locales. La coordination entre équipes de sécurité, administration et acteurs communautaires se maintient, sans avancée majeure, mais sans effondrement notable. Scénario optimiste, consolidation progressive et élargissement des zones stables. Dans cette hypothèse, les améliorations actuelles s'étendent à un nombre croissant de régions. Les drones et les unités au sol opèrent de manière plus intégrée, permettant de limiter davantage la mobilité des groupes armés. Les marchés locaux rouvrent avec plus de régularité, et les exploitations agricoles retrouvent une stabilité suffisante pour assurer une production dépassant la seule subsistance. Les administrations locales parviennent alors à rétablir certains services essentiels, renforçant la confiance des habitants dans une possible transition durable. Scénario pessimiste, résurgence de l'instabilité et repli des avancées récentes. Ici, les groupes armés exploitent les zones où la présence sécuritaire reste faible, regagnant un pouvoir de nuisance. Les routes rouvertes deviennent difficiles à sécuriser, entraînant de nouvelles coupures et des interruptions de mobilité. Les familles hésitent à rester dans leur localité d'origine, réactivant des mouvements de déplacement. La dispersion des forces et les contraintes logistiques pèsent alors fortement sur la cohérence des opérations, fragilisant les progrès obtenus au cours des derniers mois. Face à ces trois trajectoires possibles, l'attitude la plus robuste consiste à éviter toute lecture définitive des données actuelles. Les signaux recueillis montrent une transition réelle, mais fragile, et leur interprétation doit intégrer l'incertitude inhérente à un terrain encore instable. Adopter une approche graduelle, observer les tendances, suivre l'évolution des axes, examiner les retours, surveiller les zones sensibles, permet de comprendre les dynamiques sans surestimer ni minimiser leurs implications. Pour une partie des familles vivant dans les zones rurales, les évolutions récentes ont pris la forme de gestes simples, presque ordinaires, mais chargés d'un poids nouveau. Pouvoir parcourir quelques kilomètres sans interruption, revoir des élèves, revenir prudemment à l'école ou retrouver un marché fonctionnant par intermittence donnait l'impression d'un territoire moins fermé. Cette impression demeurait fragile, car chaque déplacement restait conditionné par la stabilité des tronçons sécurisés. Mais elle suffisait pour réintroduire l'idée d'un lendemain un peu plus prévisible. Pour les acteurs économiques locaux, petits commerçants, exploitants agricoles, transporteurs, la dynamique était légèrement différente. L'ouverture régulière de certains axes leur offrait la possibilité de rétablir des circuits courts, essentiels à la survie des villages. Même une activité minimale suffisait à relancer des échanges interrompus depuis des mois, ravivant l'espoir de maintenir une économie de proximité. Un geste simple pouvait aider, planifier les trajets en fonction des fenêtres horaires les plus sûres, souvent identifiées par les membres de la communauté. Dans les centres urbains, l'évolution se percevait davantage à travers la circulation des biens et la stabilité relative des approvisionnements. Les habitants observaient moins les opérations elles-mêmes que leurs effets indirects. Continuité des marchés, disponibilité des produits essentiels, régularité des transports reliant les zones périphériques. Les changements rapides dans les zones rurales influençaient directement la vie quotidienne des citadins, révélant à quel point les deux espaces restaient interdépendants. Pour eux, un point de repère simple consistait à suivre l'évolution des axes clés, car ces routes conditionnaient l'équilibre des échanges régionaux.